c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix, parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je m'écris. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Œil sur la politique. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux personnalités importantes que vous connaissez déjà. Ce sont des personnes à ne plus présenter. Vous avez en face de vous Monsieur Bernard Pongui, qui est un homme politique. Et puis nous avons Monsieur Norba de Paris, une icône dans le domaine de la sapologie. Et je crois bien que vous aurez aussi le temps de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais on va d'abord commencer avec... Rebonsoir Monsieur Norba, puisque vous êtes ici à Montréal pour quelque chose. Comment allez-vous ce soir? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. J'aimerais juste modifier un truc. C'est vraiment pas le domaine de la sapologie, mais c'est le domaine vraiment de l'art de la sape. Ah, l'art de la sape congolaise, ouais. Ah, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Norba. Est-ce que vous êtes ici pour combien de temps, ici à Montréal? Normalement, je suis là pour une semaine. Et là, le séjour arrive à terme presque. Parce que la semaine prochaine, je dois être sur Paris. Et celle en 8, je vais être à Manchester. Donc, j'étais là simplement pour une prestation artistique. Oui. Dans le concept que j'ai créé qui s'appelle Sape et Culture. Donc, culture et sape. Donc j'étais là, on a presté en collaboration avec quelques artistes du Congo RDC. Oui. Et moi j'étais là pour représenter le Congo Brazzaville en fait. Ah, d'accord. Et ça s'est bien passé, hein? Ça s'est très bien passé parce qu'il y a eu le producteur, l'organisateur qui est DJ Pro Le Naturel. C'est d'ailleurs même lui qui avait assuré en fait le show au mariage du grand homme politique qui est Bernard Pongui. Donc aujourd'hui c'est un grand producteur DJ Pro Naturel. C'est lui qui a organisé ça. Il a fait venir Sam Chitou de Quartier Lata et Roi David qui est l'ex-animateur d'un musicien de RDC que j'aime pas trop citer le nom parce que ces gens-là ils sont là pour faire l'apologie et détruire la jeunesse congolaise. Voilà. C'est un peu ça, oui. Ah, merci beaucoup de vous avoir entendu, Monsieur Norba de Paris. Nous allons nous tourner maintenant du côté de Monsieur Bernard Pongui. Bon, avec Monsieur Bernard Pongui, c'est sûr qu'on ne va pas parler de l'art de la sape. Nous allons parler un peu de la politique. Et aujourd'hui et ce soir, nous avons aussi en face de nous, comme je vous l'ai dit au départ, Monsieur Norba, puisque nous allons ici un peu discuter aussi de la situation du pays. Il s'agit de la situation politique. Moi, j'aimerais un peu savoir pour commencer, votre point de vue par rapport à la situation actuelle du point de vue politique, bien sûr, que ce soit politique, économique. Qu'est-ce qu'il en est au niveau du Congo-Brazzaville? Bon, merci Monsieur Odilon de nous avoir invités sur votre plateau ici de télévision. Vous vous souvenez, il y a peut-être 2 ans de cela, nous avions eu à faire une émission avec vous et nous avions dit si nous ne touchons pas à l'intégrité physique de Sassou Nguesso, le Congo ira à la perdition. Ben, éventuellement, nous sommes là à la perdition de ce pays. Une économie complètement brisée, les libertés sont confisquées. Ceux qui ont terminé leur plainte, leur période d'incarcération, continuent à rester dans les prisons. C'est le cas de Paulin Makaya qui a terminé sa période de prison, mais il est toujours resté en prison. Donc vous voyez bien que les prisonniers politiques continuent à exister. Les salaires ne sont pas payés, les hôpitaux sont complètement fermés. Vous aviez une Gestapo, c'est-à-dire une armée de la répression qui est là, qui n'est pas une armée républicaine. Et donc, l'éducation est complètement fauchée. L'université Maringouabi en grève pour des salaires impayés. Les 2 grands les centres médicaux qui existent au Congo, le plus grand, celui du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, est fermé pour un problème des salaires impayés. Là, hier, on venait de payer le mois de mars pour les fonctionnaires congolais et nous sommes quasiment à la fin du mois de décembre. Mars 2017. C'est une façon de vous dire que la perdition du Congo est là. Le Congo est dans un hécatombe.
Je me pose un peu la question, monsieur Norba, comment est-ce que vous faites pour lier un peu, vous êtes un fils du pays, bien sûr, tout comme chaque citoyen congolais, que ce soit des binationaux, vous avez toujours un mot à dire sur la situation du pays lorsque ça ne va pas. Moi, j'aimerais un peu savoir votre point de vue par rapport à ce qui se passe au pays actuellement. Oui, merci pour ta question. Ce qui se passe au pays, bah, écoutez, tout le monde le sait. Ce qui se passe au pays, c'est déplorable parce que le problème, c'est quoi? C'est que moi, si vous voulez, mon problème pour le Congo se situe au niveau de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, tout le monde commence à crier haut et fort la jeunesse congolaise, la jeunesse congolaise. Mais quand on regarde bien, ça fait longtemps que Norba il a soulevé le problème de la jeunesse congolaise. Pourquoi j'ai soulevé ce problème? J'ai soulevé ce problème de la jeunesse parce que, primo, moi j'ai été jeune. Je suis natif du Congo et je suis presque là, les dernières générations qui ont bénéficié un petit peu des infrastructures à peu près bien du Congo-Brazzaville. Après les années 80 jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'école a été dégradée. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas avoir un Congo meilleur s'il n'y a pas d'éducation. Or, tout passe par l'école. Tout passe par l'école. Si les enfants ne vont pas à l'école, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Apprendre des métiers manuels. Et il n'y a pas non plus de possibilités pour apprendre des métiers manuels parce qu'il n'y a pas des infrastructures adaptées, des centres de formation pour aider les jeunes qui n'arrivent pas à poursuivre les études. Donc du coup, les jeunes sont laissés à l'abandon. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et du coup, quand un jeune est livré à lui-même, c'est tout l'avenir d'un pays qui est hypothéqué. Et cela me touche beaucoup. Voilà pourquoi j'essaye toujours de mettre, si vous voulez, ma personnalité, ma notoriété au service de cette jeunesse, c'est-à-dire d'être la voix des sans-voix pour que les élites, entre guillemets, opposition comme l'exécutif, puissent entendre ce cri d'alarme et pour retourner leur regard vers cette jeunesse qui est en état critique. Voilà. Mais est-ce que vous ne pouvez pas aussi apporter votre contribution pour essayer un peu d'améliorer la situation de la jeunesse? Parce que vous avez dit qu'au départ, vous avez été même parmi les premières personnes à parler, à lancer le cri d'alarme de l'aide pour la jeunesse. Est-ce que vous est arrivé parfois d'avoir des projets pour aller créer des entreprises au pays? Parce que parfois, lorsqu'un gouvernement est démissionnaire, il y a aussi les citoyens, les binationaux qui sont à l'étranger qui peuvent venir aussi investir au pays. Est-ce que vous avez tenté quand même de le faire? Bon, déjà, tenter de le faire, non. Pourquoi? Parce que c'est déjà pas mon travail. Déjà, à mon niveau. Oui. Le travail que je fais déjà de sensibilisation et de dénoncer des choses, c'est considérable. Et je le fais à visage découvert. Parce que chaque personne a une personnalité. Donc, aujourd'hui, je juge que l'État congolais a suffisamment des moyens et des capitaux pour s'occuper de cette jeunesse. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas le faire. Parce que c'est voulu. Donc c'est pas à Norba de créer des entreprises pour réduire le chômage. Vous savez, un pays a un gouvernement. Et quand un pays se déclare souverain, et quand un pays dit que, entre guillemets, que c'est un pays démocratique, c'est tout ça. Donc, je pense que déjà au niveau de la diaspora, il faut reconnaître que toute personne qui se trouve en Europe, en Amérique, partout, a des projets, a des matériaux. Pour commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le descendre au pays. Pour le descendre au pays, il faut passer par la douane. Est-ce que vous imaginez le bordel qu'il y a au port de Pointe-Noire? Combien de personnes ont pleuré le matériel qui ont été dérobés, volés au niveau du port de Pointe-Noire, alors qu'il y a une sécurité là-bas, alors qu'il y a un service de douane qui est là-bas? Comment les gens qui sont à l'extérieur arrivent à s'introduire dans un port fluvial et dérober du matériel? C'est qu'il y a une certaine complicité, il y a un réseau qui est installé et il y a des soi-disant chefs qui sont là, qui autorisent cela. C'est un réseau. Donc tout ça, c'est pour ne pas permettre à la diaspora d'évoluer.
c'est voulu. Donc en fait, c'est une sorte d'autodestruction. Oui, c'est même pas une autodestruction. C'est des gens qui sont ciblés. On cible la diaspora. Oui. Parce que si la diaspora a libre cours de venir investir au pays, ça va créer un contre-pouvoir. Oui. Parce que vous savez, quand les gens ont des moyens, quand les gens sont autonomes, Oui. quand les gens sont indépendants, ils deviennent dangereux. Oui. Selon le système politique de notre pays. Or, en fait, le Congo devrait pratiquer la politique de certains pays ouest-africains qui privilégient la diaspora, parce que la diaspora permet à l'économie d'un pays de progresser. La diaspora crée des PME, petites et moyennes entreprises, pour permettre à la jeunesse de travailler. Oui. La diaspora le faisait déjà. Le transport en commun à l'époque au Congo, c'était qui? C'était la diaspora. Les taxis et tout ça, c'était les Parisiens qui ont mené ça au Congo. Mais même eux, qui sont les dignitaires de ce pays-là, ils se sont accaparés de ces petits marchés-là. Les commerçants, même les grossistes qui vendaient des produits, ils se sont accaparés de ces marchés-là. Donc du coup, si eux, ils deviennent des grossistes et qu'ils bradent les prix, les détaillants vont faire quoi? Ils n'ont plus la possibilité de vendre. Donc en fait, c'est voulu. Voilà. J'aimerais tout simplement compléter cette idée des pensées de Norma. Le système est fait de ce que cette jeunesse on puisse prendre la jeunesse en captivité au Congolais. Donc c'est une volonté simple, une volonté politique qui est là. C'est-à-dire, on essaie de bloquer tout investissement de la diaspora au niveau du Congo en rehaussant les taxes douanières, tout un réseau de complications pour les Congolais, pour les décourager en fait à venir investir au Congo. Pourquoi? Parce qu'ils veulent conserver tous ces jeunes au niveau du Congo à rester derrière les politiciens du régime du pouvoir en place. C'est-à-dire que des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'issue, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est de s'asseoir simplement dans des coins de rue, à acclamer les destructeurs du peuple, éventuellement ceux-là qui viennent leur donner des petits 1000 francs, 500 francs CFA. Vous voyez? Donc, la destruction des industries au Congo, le découragement de la diaspora pour venir investir au Congo en mettant en place des politiques de taxation, c'est un réseau simplement mis en place par Sassou Nguesso et le régime en pouvoir. Mais en parlant de la diaspora, vous avez parlé de... En fait, en écoutant M. Norba tout à l'heure, il a parlé de, je pense, de rassemblement, hein, c'est-à-dire de l'entente, l'unité des peuples, en fait, de tous les membres de la diaspora. Est-ce que, à vous entendre parler, est-ce que vous êtes entendu d'abord entre vous, au niveau de la diaspora, pour créer quelque chose pour la jeunesse? Bon, il y a d'abord une chose qu'il faut penser, avant d'apporter des investissements, il faut d'abord régler tout ce qu'on appelle un conflit politique qui est en train de détruire le Congo-Brazzaville. Ah oui. C'est-à-dire un système de corruption qui est mis en place. Oui. S'il n'y a pas une solution politique, s'il n'y a pas une réelle résolution du conflit qui est en train de miner le Congo, tout investissement que vous apporterez au Congo serait de l'investissement sur du sable. Vous voyez? Et donc, le projet de rassemblement de la diaspora est bien là. La diaspora congolaise, comme les Congolais qui sont au Congo, tous nous sommes unis sur un projet. Le projet numéro 1, c'est que Sassou Nguesso laisse le pouvoir, que le régime politique en place puisse être changé. Le pouvoir au bout du fusil, hein. Il faut le dire que ce sont ceux qui sont au pouvoir qui utilisent les armes comme leur moyen de se maintenir par le biais de la répression et des tueries massives. Ce qui est en train de se passer. Hein? Les exemples sont là. À la place de payer les salaires, on s'achète des armes. Le port de Pointe-Noire, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, a reçu du matériel militaire de combat, des armes de pointe, des véhicules blindés, mais en même temps, les salaires congolais et les employés congolais ne sont pas payés. Donc vous voyez que c'est ce régime qui utilise le pouvoir militaire pour essayer de subsister. Vous voyez? Mais les Congolais l'ont déjà dit, 92% des Congolais ont dit non à Sassou Nguesso.
Donc c'est sur ce projet que les Congolais sont tous d'accord, se sont rassemblés. Hein, parce qu'on a vu des failles dans ce monsieur, on a vu des échecs pendant plus de 40 ans. Donc il faut d'abord changer le modèle politique avant de parler des investissements, sinon ça serait de l'investissement sur du sable. Alors, quelle solution proposez-vous? Je reviens un peu à Monsieur Norba. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes binational ou je pense que vous l'êtes, parce qu'au niveau de la France, nous avons plein de Congolais qui ont aussi des nationalités congolaises. Quelle est donc la part de la contribution de ces Français, ceux qui sont devenus des Français, au niveau de la politique française pour essayer au moins de ramener à la raison vos présidents de la République qui sont en Afrique? Bon, moi, selon ma manière ou ma philosophie, je pense que la mentalité congolaise n'est pas pareille que la mentalité française en 2017. Nous avons déjà un problème, c'est un problème politique qui bloque toute évolution, qui bloque l'évolution économique, qui bloque l'évolution sociale, qui bloque l'évolution sportive, qui bloque toute évolution. La mentalité n'est pas la même. Quand on parle de démocratie, en France ou en Europe, voire même aux États-Unis, au Congo, on fait semblant de parler de démocratie alors qu'il n'y en a pas. Parce qu'au Congo, il n'y a pas de démocrate. Au jour d'aujourd'hui, le pouvoir en place n'est pas démocrate. Le pouvoir en place a toujours baigné dans le communisme. Or, dans le communisme, c'est l'État, c'est le parti qui dirige l'État. Donc, en façade, on nous présente le pays, c'est comme si il était démocratique. Or, dans le fond, il y a le monopartisme qui est là. Il y a un seul parti au nom du PCT qui martyrise et qui écrase tous les autres avec une brutalité, mais à outrance, qui bâillonne les gens. Qu'est-ce qui fait que l'opposition ne puisse pas réussir dans son combat politique au Congo-Brazzaville? Bon, là, je ne veux peut-être pas être d'accord avec mon compatriote qui est là, le grand politicien Bernard Pongui. Oui. Parce que c'est ça aussi la démocratie. Je vais vous donner une anecdote. Il n'y a pas très longtemps, je n'étais pas d'accord avec M. Bernard Pongui. On a eu des divergences au niveau des idées. Oui. Mais ça ne nous empêche pas de s'asseoir et de dialoguer. Oui. Donc ça montre bel et bien que nous, on est ouverts et on est prêts à appliquer la vraie démocratie. Oui. Chose qui n'est pas au Congo. Les dirigeants congolais aujourd'hui n'ont jamais débattu. Les dirigeants congolais aujourd'hui ne se permettent pas de se lier avec les gens auxquels ils sont en contradiction pour mener une solution unique qui peut aider le Congo à aller de l'avant. Ça, c'est déjà un problème. Et que pensez-vous exactement de cette situation de dialogue? Parce que tout le monde essaie un peu de parler de dialogue. Il y a certains qui sont pour et d'autres sont contre. Alors, pour essayer un peu de trouver une solution à la situation actuelle du pays, puisqu'il y a crise politique, il y a crise économique, il y a crise en fait à tous les niveaux. Moi, j'aimerais un peu savoir, est-ce que vous êtes pour le dialogue ou vous êtes contre? Et si vous êtes pour le dialogue, comment ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les préalables pour ce dialogue-là avec le pouvoir en place? Bon, moi j'ai mon idée, mais je préfère que le politicien réponde à ça. Bon, écoutez, l'idée du dialogue, nous l'avons déjà évoqué. Partout où nous sommes passés, dans toutes les diplomaties que nous avons eu à faire. Et nous avions fait plusieurs propositions. L'idée du dialogue, c'était des préalables que nous avons eu à placer. La libération des prisonniers politiques, la pacification du département du Poul, vous voyez, parce qu'aujourd'hui le département du Poul est siégé militairement. Et nous avons donc demandé qu'il y ait un dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Éventuellement, Sassou Nguesso va venir s'asseoir, la société civile congolaise, les partis du PCT, les partis d'opposition, tous on va s'asseoir sous la table ronde et nous allons donc discuter en face d'un arbitre afin de pouvoir mettre en place de nouvelles bases politiques. Et cette idée du dialogue a été toujours rejetée par Denis Sassou Nguesso. Hein, le dialogue que Sassou Nguesso pense, c'est sa vision de dialoguer avec les sages du département du Poul, du Niari, et ainsi de suite. Donc,
la politique qui consiste à diviser de bien régner. Et cette vision de ce dialogue-là, nous disons non. Vous voyez? Mais ce qui est quand même curieux, c'est que pendant que les uns parlent d'un dialogue, même dans les coulisses, l'homme est dans la voie d'achat des armes. Donc nous, on se dit, finalement, ce monsieur n'a jamais pensé pour un véritable dialogue, puisqu'il continue à s'acheter des armes. Voilà pourquoi nous avions dit, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous ne pouvons plus privilégier le chemin du dialogue avec un assassin, un homme qui s'achète des armes, un homme qui n'a que la vision de la destruction. Et nous privilégions, en ce moment-là, nous parlons sur l'équilibre de forces militaires. Et c'est ce que nous avons toujours parlé. Et l'option numéro 1 pour nous, c'est devenu l'équilibre de forces militaires au Congo pour pouvoir apporter une véritable solution aux problèmes que nous avons. Mais quand vous parlez de l'équilibre des forces militaires, j'ai quand même, il y a une question qui me vient à l'esprit, parce que, comme on dit toujours, hein, même si vous êtes contre, le Congo-Brazzaville est comme une sorte de précaré de la France. Est-ce que vous croyez qu'en parlant de l'équilibre militaire, qu'en essayant de faire un coup d'État ou je ne sais pas comment, de prendre le pouvoir par la force, vous croyez que la France sera de votre côté? Bon, écoutez, nous sommes fatigués avec le terme la France ceci, la France cela. Oui. Le Congo appartient à nous les Congolais. La France a été siégée par les Allemands, ce sont les Français qui se sont battus pour libérer la France. Oui. Et pour nous, le Congo nous appartient. Hein. On s'en fout, excusez-moi du terme, de toutes ces coupures coloniales qu'ils ont mis en place, mais nous avons, dans le passé, mené de la diplomatie avec la France, pour que la France puisse regarder avec intérêt le problème de la jeunesse au niveau de l'Afrique, d'une manière générale, et du Congo-Brazzaville. Et surtout, nous l'avons dit dans le passé que les intérêts de la France n'étaient jamais menacés au Congo-Brazzaville, mais à la place, la France continue à supporter un homme qui a massacré tout un département. Vous comprenez? Le département du Poul comptait 380 000 habitants. Et là, on nous parle de 100 000 habitants qui se sont déplacés au niveau du département de la Bwenza. Donc, 280 000 autres populations manquent à l'appel. Donc, vous comprenez qu'ils ont été massacrés. Mais la France ne condamne pas cela. Parce que Sassou Nguesso a bradé le pétrole du Congo à la France. C'est bien normal que la France pense à sauvegarder ses intérêts avec le criminel Sassou Nguesso. Mais nous avions dit, et pourtant quand même que nous protégions les intérêts de la France, mais la France continue à supporter l'homme qui tue les Congolais. Donc vous voulez que les Congolais puissent faire quoi? S'asseoir, attendre que Jésus-Christ revienne? Jésus ne reviendra pas pour cela. C'est ce que nous voulons dire aux jeunes Français, aux jeunes Congolais et aussi à nos amis français, parce qu'il faut le dire que dans cette affaire de la France, ce ne sont pas tous les Français qui sont mauvais, c'est plutôt la classe politique française qui est mauvaise. C'est plutôt des individualités qui sont en train de s'enrichir derrière le dos des Africains, derrière le sang des Congolais. Et nous sommes fatigués de voir ça. Voilà pourquoi nous avions dit, nous avons essayé de trouver la solution avec la France. La France continue de supporter Sassou. Nous n'allons plus utiliser la France. Nous cherchons, nous nous sommes tournés vers d'autres partenaires pour apporter la solution au Congo. Et nous allons amener la solution. Que la France soit là ou la France ne soit pas là, nous allons le faire pour la libération de notre pays. Toutes ces propositions, je vous ai écouté dans... j'ai une question pour M. Norba. Je reviens un peu sur la même question que j'ai posée tout à l'heure concernant le dialogue, puisque vous nous avez dit qu'il fallait d'abord interroger l'homme politique qui a donné aussi sa version des faits sur le pour ou le contre de ce dialogue-là. Pour la pacification, bien sûr, ou bien le règlement de cette crise au niveau du pôle et au niveau sur l'ensemble du territoire congolais, bien sûr. Bon, moi je pense que même si on devrait accepter le dialogue, mais déjà le départ a été faussé. Parce que ils se sont permis de présenter aux yeux des Congolais des sages. Est-ce qu'on choisit des sages au Congo sous quels critères? Parce qu'on a les cheveux blancs, on devient sage, ou parce qu'on a des diplômes, on devient sage, ou les gens doivent se concerter et choisir quelques personnes à l'unanimité pour discuter de l'affaire du pays. Moi je pense qu'il faut consulter le peuple congolais. Il y en a assez qu'une poignée de gens
prennent des décisions qui mettent en perdition toute une population et qui mettent en péril toute une jeunesse. C'est des fautes politiques très graves. Donc, moi je juge que, en partant sur ce principe-là, il y a vice de forme. Et quand il y a vice de forme, on refuse tout et on recommence à zéro. Donc pour l'instant, on voit bien que l'intention du demandeur n'est pas bonne. Et que proposez-vous finalement? Ce que je propose moi, c'est, si vous voulez, au Congo, il faut qu'il y ait une déclaration solennelle, en fait, de la personne qui dirige ce pays-là. Si c'est vraiment un Congolais qui veut du bien pour la population congolaise, il y a eu tellement de souffrances et que ça devient banal même d'en parler chez le Congolais, la souffrance et la misère. Un président est libre de faire une déclaration de ne pas se représenter et déclencher des états généraux de tout ce qui est au Congo. Il faut les états généraux en ce qui concerne l'armée congolaise qui est vraiment tribale. Parce qu'on a vu des vidéos circuler où les gens qui sont censés représenter la sécurité de tout un pays parler en langue d'une ethnie. Ce qui se passe au Congo, croyons pas qu'il y a que les Congolais qui regardent ça, parce qu'aujourd'hui il y a Internet, il y a les médias. C'est vu à travers le monde. La dignité du Congolais est bafouée. Le Congolais n'est plus respecté. C'est parce que peut-être les gens qui sont au Congo actuellement ne voyagent pas, qu'ils n'ont plus la possibilité de sortir du Congo pour voir à quel niveau le Congo est rabaissé. Aujourd'hui, même quand je parle de M. Sassou, il ne peut pas être diminué et délaissé dans les assemblées quand ils se rencontrent là, dans leur Union européenne, Union africaine plutôt. C'est pas l'Union africaine, c'est une poignée d'Africains qui sont là, qu'on considère comme l'Union africaine. Mais les décisions qu'ils prennent là-bas, c'est pas des décisions qui sont... Qui représentent un peu la décision voilà, qui du peuple. vraiment l'Afrique. C'est ça qui est déplorable. Donc je pense que nous devons reformer notre pays, décréter les états généraux de tous les secteurs, le secteur administratif, le secteur militaire, le secteur privé, parce que tous ces secteurs-là ont été gangrénés par la corruption à outrance. Or, quand il y a corruption, ça veut dire que le vol a été légalisé. On applaudit des voleurs, on dilapide des millions qui pouvaient servir à la santé, qui pouvaient servir à l'éducation de la jeunesse. On donne ça gratuit à des pseudo-artistes. Je ne suis pas xénophobe quand je cite la RDC par exemple. Aujourd'hui, quand vous prenez les artistes comme les Koffi Olomide et les autres et tout consort, ils vendent combien de disques? Ils ne vendent pas des millions de disques. Vous allez vous rendre compte, même leurs albums sont téléchargés gratuitement sur Internet. Sur le net, ouais. Mais ces gens-là exhibent des fortunes. Ils construisent des villas avec l'argent du peuple congolais. Qu'est-ce qui vous manque aussi? Non, mais ce qui est encore très grave, c'est que le régime au pouvoir au Congo ne va jamais s'engager sur ce chemin de déclencher les états généraux. Et ça, Sassou Nguesso ne le fera jamais. Parce que dans la tête de l'homme, il faut mourir au pouvoir, léguer le pouvoir à sa descendance. Donc vous comprenez qu'il faut pousser, nous en tant que peuple, nous devons pousser pour y arriver. À ce que nous appelons la deuxième conférence nationale souveraine, parce qu'il faut souligner que nos aînés ont commis beaucoup d'erreurs dans la première conférence nationale. Ils n'ont jamais fait le suivi, ils se sont allés laver les mains avec le serpent que nous appelons. Mais aujourd'hui, le serpent s'est rajeuni et est devenu de plus en plus méchant envers le peuple congolais. Donc c'est le peuple congolais qui doit arriver à pousser pour qu'on arrive à ces états généraux, à cette deuxième conférence nationale-là. Pour qu'on y arrive, c'est ce rassemblement des Congolais. Tous les Congolais doivent comprendre que nous devons tous être un
pour se battre à libérer le Congo. Et en plus, le projet politique que nous avons, si nous arrivons à couper la tête du serpent, à venir à cette deuxième conférence nationale souveraine, c'est de mettre en suspension la fonction présidentielle pendant une certaine période. En conclusion de notre interview, il est très nécessaire que nous puissions encore réitérer notre message au peuple congolais et que nous ne devons compter sur personne. Là, vous avez vu, certains nombres de Congolais sont certainement déçus de voir encore Sassou Nguesso se faire inviter au niveau de Paris pour un sommet, entre guillemets, sur le climat, alors que Sassou Nguesso est le premier à briser les forêts du bassin du Congo. Et pour ceux qui ne savent pas, les forêts du bassin du Congo assurent la régulation climatique mondiale. Donc, la France vient encore d'accepter que Sassou Nguesso arrive en France et plusieurs Congolais seront de plus en plus déçus. Hein? C'est une façon de dire aux Congolais que nous devons compter sur nous-mêmes. Bon, maintenant, sur les autres nationalités qui veulent soutenir les Congolais, ils doivent comprendre que le combat que les Congolais sont en train de mener, ça ne doit pas seulement être un combat relativement congolais. Pourquoi? Parce que la destruction de la forêt au niveau du bassin du Congo, qui assure la régulation du climat mondial, doit aussi affecter les autres citoyens, que vous soyez américains, canadiens, brésiliens, un peu de partout au travers le monde entier. Hein. Donc, Sassou Nguesso ne représente plus le modèle, le symbole. Donc, c'est à nous, peuple congolais, de se déterminer et de pouvoir couper la tête du serpent. Éventuellement, nous le disons simplement et clairement, l'option militaire, c'est l'option que nous privilégions. Hein. Comment allons-nous payer pour l'option militaire? Nous l'avons déjà dit. Éventuellement, nous allons regarder quel est le pourcentage du pétrole congolais qu'on peut mettre en jeu, quel est le pourcentage du bois congolais qu'on peut mettre en jeu pour libérer le Congo. Parce que la libération du Congo ne partira ni des étrangers, mais de nous-mêmes, peuple congolais. Mais c'est donc le rassemblement autour d'un projet, éventuellement ce projet qui est de mettre en place une deuxième conférence nationale, avant que nous arrivions à ce dialogue, coupant la tête du serpent, et c'est cela, ce chemin que nous sommes en train de faire. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en conclusion, et nous demandons les peuples congolais à l'unité et au rassemblement pour y arriver. Voilà.